Est-ce que vous aimez les licornes, le pain bagna et Nicolas Hulot? C'est super cool, mais en fait je m'en fous parce que la série dont on va parler aujourd'hui n'a rien à voir avec ça. On va parler d'une série britannique qui est sortie il y a quelques mois et qui est passée relativement inaperçue malgré les excellentes critiques dont elle a bénéficié. Inside Number 9. I still don't know what I'm doing. Donc Inside Number 9 est une série britannique et on est tous d'accord pour dire que les séries britanniques c'est les meilleures. Diffusée sur BBC Two de février à mars 2014 sous une forme d'anthologie avec 6 épisodes de 30 minutes chacun. C'est dingue quand même ce retour des séries d'anthologie. La série a été créée par Reece Shearsmith, j'ai aucune idée de comment ça se prononce, et Steve Pemberton qui sont notamment connus pour avoir écrit Psychoville et The League of Gentlemen avec Mark Gatiss, qui lui-même a écrit la série Sherlock que j'ai déjà évoquée et que vous devez aller voir si ce n'est pas encore fait. À part Sherlock, ce sont des séries pas hyper connues du grand public mais qui ont globalement été très bien reçues par les critiques. Un peu comme Inside Number 9 quoi. Une seule saison a été produite pour l'instant, mais une saison 2 a été commandée avant même la diffusion du premier épisode. Alors comme je l'ai dit, c'est une série d'anthologie, c'est-à-dire que les épisodes n'ont aucun lien entre eux. Si ce n'est qu'ils se déroulent tous dans une habitation portant le numéro 9, que ce soit une maison, un appartement ou une loge de théâtre. Donc on peut très bien avoir des épisodes plutôt réalistes, d'autres dramatiques, comiques ou bien carrément fantastiques ou d'horreur. Je vais essayer de vous faire un résumé rapide de chaque épisode. Épisode 1. Une famille fêtant la fête des fiançailles de l'une de ses filles se retrouve à faire le jeu de la sardine. Une personne se cache dans un endroit de la maison, les autres doivent la trouver et la rejoindre jusqu'à ce que tout le monde se retrouve dans le même endroit et le jeu se termine comme ça. Épisode 2. Deux voleurs visiblement inexpérimentés tentent de cambrioler une maison luxueuse pour dérober un tableau, mais ils doivent faire face au couple et à la domestique qui y vivent. Épisode 3. Un maître d'école frustré par son travail et qui rêve de devenir écrivain fait la connaissance de Mig, un SDF qui va peu à peu s'incruster dans son appart et dans sa vie et la bouleverser. Épisode 4. Une petite fille de 9 ans atteinte du cancer reçoit la visite d'une pop star accompagnée de son assistant et d'une madame qui travaille pour Wishmaker UK qui s'occupe de réaliser les rêves des enfants malades. Sauf que la pop star va mourir en soufflant dans un ballon et le père de la petite réalise alors que le ballon contient sa dernière respiration. Commence alors une bataille entre lui et les deux autres pour la possession et la vente du ballon qui pourra leur apporter un gros tas d'argent. Épisode 5. Un acteur talentueux mais insupportable a le rôle principal dans la pièce Macbeth de Shakespeare. Sa doublure, Jim, voudrait ce rôle et est poussé par l'ambition de sa petite amie. Cet épisode est découpé en 5 actes et suit en fait les grandes lignes de la pièce Macbeth. Épisode 6. Cathy va faire du babysitting dans ce qui semble être un remake en moins drôle de la famille Addams et est bientôt rejointe par son cliché d'ami gothique et il se passe plein de trucs. Ouais, j'ai beaucoup moins aimé cet épisode là. I'm not even sorry. Alors les épisodes sont assez inégaux, j'ai trouvé les premiers absolument brillants mais j'étais un petit peu moins enthousiaste pour les deux derniers. Mais s'il y a un truc qu'on peut pas enlever à cette série, c'est son originalité. Déjà le fait que tous les épisodes soient tournés en huis clos donne à chaque épisode une tension et une ambiance très particulière. Deux domaines dans lesquels les Britanniques sont passés maîtres. Le premier épisode en particulier est quasiment entièrement tourné dans un seul placard dans lequel les personnages s'entassent au fil de leur arrivée. Par la manière de filmer les personnages, les deux réalisateurs ont réussi à transmettre le trouble et le malaise que les protagonistes ressentent au fur et à mesure que les secrets du passé remontent à la surface. Un autre exemple du génie de cette série se trouve dans l'épisode 2. Cet épisode qui, je le rappelle, met en scène deux cambrioleurs qui cherchent à dérober un tableau d'une grande valeur est entièrement muet. Totalement, à part une réplique à la fin, on n'entend pas la voix des personnages. Il s'agit en fait d'un épisode de mime qui repose entièrement sur la présence des acteurs à l'écran. Les personnages sont donc caricaturaux et grotesques et vont se retrouver dans des situations complètement absurdes et loufoques. Cet épisode n'a aucun sens, mais il est à mourir de rire. C'est un pari audacieux fait par Shearsmith et Pemberton, mais le résultat est parfaitement maîtrisé et je peux vous assurer qu'en 30 minutes de non-dialogue, vous n'allez pas vous ennuyer. Déjà parce que la série est un concentré d'humour britannique. C'est un humour noir et grinçant, complètement dingue, qui frise le drame et le politiquement incorrect, comme dans l'épisode 4 avec les trois protagonistes qui se disputent pour la dernière respiration d'un mort qu'ils voudraient revendre sur internet. C'est glauque, c'est cynique et c'est cruel, mais mon dieu que c'est drôle. Mais la plus grande réussite de la série reste la galerie de personnages plus horribles les uns que les autres qu'elle nous offre. Ils sont tous complètement dingues. Entre la maman obsédée par la star de la pop, la petite copine ambitieuse et hystérique et l'instituteur qui rêve d'être le nouveau Charles Bukowski, c'est comme une plongée directe dans un roman de Roald Dahl. Tous ces personnages complètement décalés sont interprétés par de très bons acteurs. À part Pemberton et Shearsmith, qui je trouve ressemblent étrangement à Kevin Spacey, on retrouve un tas de gens talentueux dont je ne vais pas faire la liste parce qu'ils changent à chaque épisode et qu'il y en aurait beaucoup trop. Voilà, j'ai terminé. Bonne journée à vous. Et puis la série a un côté complètement absurde et what the fuck que j'aime bien, comme par exemple dans l'épisode 1 avec tous ces personnages dont la plupart ne se sont pas vus depuis des années qui se retrouvent tous enfermés dans un placard. Et chaque épisode va se terminer par un twist final, parfois un peu prévisible mais la plupart du temps absolument magistral. Mon préféré restant celui de l'épisode 2. Tout ça sur un léger fond de critique sociale sous-jacente et de psychologie, ouh. Par exemple le premier épisode qui aborde le thème de l'enfance et de la maturité, ou bien l'épisode 4, moins subtil, qui parle bien évidemment de notre rapport à la célébrité et à l'argent. Ce thème de l'argent reste très présent dans toute la série, en particulier dans cet épisode 4, ainsi que dans le deuxième et le troisième, et est très lié avec l'anxiété qu'on peut ressentir face à une société centrée sur la possession. La série aborde aussi en vrac les thèmes de la dépression, de la folie, de la maladie, et tout un tas d'autres trucs avec plus ou moins de subtilité. Disons que cette série n'est pas exactement le fleuron de la réflexion. C'est pas une série stupide, mais je la trouve bien plus intéressante pour son humour et pour son style
plutôt que pour les problématiques qu'elle soulève. D'ailleurs, c'est pas le seul point négatif de la série. Je trouve aussi que le format de 30 minutes adopté est trop court pour des épisodes qui présentent chacun un univers et des personnages qui leur sont propres. Je trouve que ça ne laisse pas le temps de vraiment rentrer dans l'histoire et dans le style de chaque épisode, et que ça affecte un petit peu la qualité de la mise en scène. De plus, ça donne à certains épisodes un rythme assez soutenu et qui ne me paraît pas toujours extrêmement adapté à l'histoire. Par exemple, l'épisode 3 met en scène un personnage dont la vie se retrouve totalement bouleversée et va changer radicalement au fil des semaines. Le fait que tout cela soit condensé en 30 minutes casse un peu le réalisme de l'épisode et empêche de s'identifier vraiment au personnage principal. Mais sinon, à part ces quelques défauts, Inside Number 9 reste une série à voir et à revoir qui est largement sous-estimée du public. J'avoue avoir un peu de mal à comprendre comment elle a pu avoir si peu de retentissement lors de sa sortie. La seule explication que je trouve est que c'est cet humour macabre un peu particulier de la série qui peut rebuter un public non averti. Mais Inside Number 9 est une série audacieuse, un tour de force de mise en scène qui bouleverse les codes de l'audiovisuel. Les réalisateurs parviennent à la renouveler à chaque épisode avec des univers et des registres toujours différents, tout en gardant toujours son côté décalé et absurde. Regarder Inside Number 9, c'est comme lire un bon roman de nouvelles plein de surprises, et je peux vous assurer que vous ne vous ennuierez jamais. Donc regardez Inside Number 9. Regardez Inside Number 9, un après-midi pluvieux, en VO sous-titré. De toute façon, il n'y a pas encore de doublage français, donc vous n'aurez pas trop le choix. Avec une tasse de thé à côté de vous, et vous passerez une bonne après-midi. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Vous êtes triste, hein? Je sais que vous êtes triste. Dites vous êtes triste. J'espère que j'aurai au moins réussi à faire découvrir cette série à quelques personnes. Abonnez-vous à la chaîne, que dis-je? Laissez des commentaires, mettez même un pouce vert, soyez fous. À bientôt. J'aime le sang